Le 24 décembre 1985, 3 jeunes garçons sortent jouer dans la neige près de leur chalet familial à Annecy, dans les Alpes françaises. Léo, 9 ans, Jules, 7 ans, et le petit Vincent, 5 ans, ne reviendront jamais. Pendant 30 ans, leurs parents vivront dans l'incertitude la plus absolue, sans corps, sans indice, sans réponse. La neige a tout recouvert ce jour-là, effaçant chaque trace, chaque espoir. Puis, en décembre 2015, un ouvrier travaillant sur un sentier de randonnée découvre quelque chose d'impossible. Un petit camion de pompiers rouge en plastique, à moitié enfoui dans la terre. Le jouet préféré de Vincent, celui qu'il serrait contre lui le matin de sa disparition. Comment ce jouet s'est-il retrouvé là, à plus de 2 kilomètres de la zone, initialement fouillée? Et surtout, que s'est-il réellement passé ce matin de Noël, il y a 3 décennies? Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Annecy, située au cœur des Alpes françaises, est une ville qui attire chaque année des milliers de touristes grâce à son lac cristallin et ses paysages montagneux spectaculaires. En 1985, la ville comptait environ 50 000 habitants, une communauté soudée où tout le monde se connaissait, particulièrement dans les quartiers résidentiels en périphérie. La famille Chevalier faisait partie de ces familles stables et respectées du quartier de Cran-Gevrier. Mathieu Chevalier, 37 ans, travaillait comme comptable dans un cabinet réputé du centre-ville depuis plus de 10 ans. Homme méthodique et réservé, il était connu pour sa ponctualité et son sérieux professionnel. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de fiable, peut-être un peu rigide, mais toujours présent pour sa famille. Chaque soir, il rentrait à 18 heures précises, embrassait son épouse et demandait à ses fils comment s'était passée leur journée. Simone Chevalier, 35 ans, était infirmière à l'hôpital d'Annecy. Elle travaillait principalement en pédiatrie, un choix qui reflétait son amour pour les enfants. Ses collègues se souviennent d'une femme douce mais déterminée, capable de rassurer les parents les plus anxieux avec quelques mots bien choisis. Elle adorait son métier, mais ses 3 fils restaient sa priorité absolue. Elle organisait son emploi du temps pour être présente lors des moments importants. Les devoirs, les repas en famille, les sorties du week-end. Léo, l'aîné, venait de fêter ses 9 ans en novembre. C'était un garçon curieux et responsable qui prenait très au sérieux son rôle de grand frère. Sa maîtresse, Madame Fontaine, le décrivait comme un élève appliqué, peut-être pas le plus brillant de la classe, mais certainement le plus consciencieux. Il aimait lire des encyclopédies sur les animaux et rêvait de devenir vétérinaire. Ses parents gardaient précieusement un cahier où ils dessinaient des animaux avec des légendes détaillées sur leurs habitudes. Jules, 7 ans, était l'opposé de son frère aîné. Énergique, parfois turbulent, il transformait chaque activité en jeu. À l'école, il avait du mal à rester concentré plus de quelques minutes, préférant discuter avec ses camarades ou regarder par la fenêtre. Mais cette vivacité cachait une sensibilité particulière. Il était le premier à remarquer quand quelqu'un était triste et cherchait toujours à faire rire les autres. Sa mère disait souvent qu'il avait le cœur sur la main. Vincent, le Benjamin de 5 ans, était le petit prince de la famille. Encore en maternelle, il suivait ses frères partout, imitant leurs gestes et leurs paroles. Il possédait une collection de petites voitures et camions qu'il emportait même à l'école, au grand désespoir de son institutrice. Son préféré était un camion de pompiers rouge vif qu'il avait reçu pour son 4e anniversaire. Il dormait avec, le cachait dans son cartable, refusait de s'en séparer. La famille possédait un petit chalet dans les hauteurs d'Annecy, près du hameau de Montretier, à environ 15 km du centre-ville. C'était une propriété modeste, héritée des parents de Mathieu, avec 2 chambres, une cuisine-salon et une petite salle de bain. Ils y passaient leurs week-ends et les vacances scolaires. Le chalet était entouré de forêts de sapins, avec une vue magnifique sur le massif des Bornes. Un endroit paisible où les enfants pouvaient jouer librement dans la nature. Henri Marchand, 52 ans, était leur plus proche voisin.
Son chalet se trouvait à environ 300 mètres, légèrement en contrebas. Ancien guide de montagne à la retraite, il connaissait chaque sentier, chaque recoin de ces montagnes. Il s'était lié d'amitié avec Mathieu au fil des années, partageant parfois un verre de vin devant la cheminée pendant que les enfants jouaient. Henri vivait seul depuis le décès de sa femme 3 ans auparavant, et la présence des enfants chevaliers semblait illuminer sa solitude. Cette année-là, comme chaque année, la famille avait décidé de passer les fêtes de Noël au chalet. Ils étaient arrivés le 23 décembre en fin d'après-midi, la voiture chargée de cadeaux, de provisions et de la traditionnelle bûche que Simone avait préparée la veille. Les garçons étaient excités par la neige fraîche tombée la nuit précédente, une couche épaisse et immaculée qui transformait le paysage en carte postale. L'hiver 1985 était particulièrement rigoureux dans les Alpes, avec des températures descendant régulièrement sous les -10 degrés. Le village de Montrottier comptait à peine une centaine d'habitants permanents, un chiffre qui doublait pendant les vacances avec l'arrivée des propriétaires de résidences secondaires. Il n'y avait qu'une petite épicerie, fermée les dimanches et jours fériés, et une chapelle où le prêtre de la paroisse voisine célébrait la messe une fois par mois. La gendarmerie la plus proche se trouvait à Annecy, à 20 minutes en voiture par temps normal, beaucoup plus en cas de neige. Ce 23 décembre au soir, après avoir déballé leurs affaires, la famille s'était installée devant la cheminée. Mathieu avait allumé un feu pendant que Simone préparait un dîner simple. Soupe à l'oignon, saucisses et purée. Les garçons avaient joué avec leurs voitures miniatures sur le tapis, recréant des courses imaginaires. Vers 21 heures, Simone les avait couchés, leur promettant que le Père Noël passerait pendant la nuit s'ils dormaient sagement. Vincent s'était endormi en serrant son camion de pompiers, comme toujours. Le 24 décembre 1985 se leva sur un paysage féerique. La neige avait continué de tomber pendant la nuit, ajoutant une dizaine de centimètres à la couche déjà présente. À 7 heures du matin, Mathieu se réveilla le premier, comme à son habitude. Il ralluma le feu dans la cheminée, prépara du café et regarda par la fenêtre. Le ciel était d'un gris uniforme, promettant encore de la neige pour la journée. La température extérieure indiquait -12 degrés. Vers 8 heures, les garçons émergèrent de leur chambre, encore ensommeillés, mais rapidement excités par la perspective d'ouvrir leurs cadeaux. Simone avait préparé des tartines et du chocolat chaud. Ils prirent leur petit déjeuner en famille, dans cette atmosphère chaleureuse des matins de Noël. Les cadeaux furent ouverts vers 9 heures. Léo reçut une encyclopédie sur les oiseaux qu'il voulait depuis longtemps. Jules, un ballon de football neuf. Et Vincent, un garage pour ses petites voitures avec une rampe en spirale qu'il testa immédiatement. Après l'ouverture des cadeaux, vers 10h15, les 3 garçons demandèrent la permission d'aller jouer dehors dans la neige. Simone hésita un instant. Il faisait vraiment très froid, mais Mathieu la rassura. Les enfants avaient l'habitude de jouer autour du chalet. Ils connaissaient des limites à ne pas dépasser. Elle les habilla chaudement. Un pull épais, anorak, bonnet, écharpe, gants. Léo promit de surveiller ses petits frères, comme toujours. « Ne vous éloignez pas, restez où je peux vous voir depuis la fenêtre », dit Simone en boutonnant le manteau de Vincent. « Et rentrez si vous avez froid ou si la neige recommence à tomber fort. »« Promis, maman », répondit Léo avec ce sérieux qui le caractérisait. Vincent voulait absolument emmener son camion de pompiers. Simone soupira. Le jouet risquait de se perdre dans la neige, mais céda devant l'insistance de son plus jeune fils. Elle regarda les 3 silhouettes s'éloigner vers le petit tertre derrière le chalet, leur endroit préféré pour faire de la luge. Il était exactement 10h27. Simone se souvient de l'heure précise parce qu'elle avait regardé l'horloge de la cuisine en se disant qu'elle les appellerait pour le déjeuner vers 12h30. Elle retourna à la cuisine où elle commença à préparer le repas de Noël. Un chapon farci, des pommes de terre au four, des haricots verts. Mathieu, installé dans le salon, lisait le journal en écoutant de la musique classique à la radio. À 10h50 environ, Simone jeta un coup d'œil par la fenêtre. Elle aperçut les 3 garçons qui jouaient dans la neige, construisant ce qui semblait être un bonhomme de neige.
Vincent agitait les bras, probablement pour placer la carotte du nez. Tout paraissait normal. Elle retourna à sa préparation, épluchant les pommes de terre. Vers 11h20, Mathieu demanda à sa femme si elle voulait du thé. Elle accepta, et ils s'installèrent tous deux, quelques minutes, à la table de la cuisine, discutant du menu et des cadeaux des enfants. La radio diffusait un programme spécial Noël. À 11h35, Simone se leva pour vérifier la cuisson du chapon et machinalement regarda par la fenêtre. Le tertre était vide. Le bonhomme de neige inachevé se dressait seul dans la blancheur. Aucune silhouette colorée ne bougeait dans le paysage. « Mathieu, je ne vois plus les enfants », dit-elle, sans réelle inquiétude. Ils étaient probablement passés de l'autre côté du chalet. Mathieu se leva, enfila rapidement ses bottes et sortit. Il fit le tour du chalet appelant ses fils. Pas de réponse. Il monta jusqu'au tertre, examina le bonhomme de neige à moitié construit, chercha des traces de pas. La neige fine qui continuait de tomber avait déjà commencé à recouvrir les empreintes, mais on distinguait encore le passage des enfants. Les traces semblaient partir vers l'est, en direction de la forêt. « Léo, Jules, Vincent !» cria-t-il, sa voix résonnant dans le silence cotonneux de la neige. Seul le vent lui répondit. Simone sortit à son tour, enfilant à la hâte son manteau. Elle appela ses fils, encore et encore. Le cœur commençait à battre plus fort dans sa poitrine. Les enfants étaient sortis depuis environ 1h15. Ce n'était pas extraordinaire qu'ils se soient un peu éloignés, peut-être vers le petit ruisseau gelé un peu plus loin. Mais pourquoi ne répondaient-ils pas? Mathieu suivit les traces qui menaient vers les arbres. Simone courut vers le chalet d'Henri Marchand. Elle tambourina à sa porte, le souffle court. Henri ouvrit, surpris de voir sa voisine dans cet état. « Henri, vous n'avez pas vu les garçons? Ils jouaient dehors et maintenant, on ne les trouve plus. » Le vieil homme prit immédiatement sa veste et ses bottes. « Depuis combien de temps? » Ils sont sortis à 10h20 environ. Je les ai vus pour la dernière fois vers 11h. Mathieu suit leurs traces vers la forêt. Henri attrapa une lampe torche puissante et une corde. Ils sont peut-être allés explorer le vieux sentier. Les enfants adorent s'aventurer. Ne vous inquiétez pas trop, on va les retrouver. Pendant les 3 heures qui suivirent, Mathieu, Simone et Henri ratissèrent méthodiquement les alentours. Henri connaissait chaque mètre carré de ces bois. Ils vérifièrent le ruisseau gelé, les sentiers habituels, même les zones plus escarpées où des enfants n'auraient normalement pas dû aller. Les traces de pas étaient de plus en plus difficiles à suivre, effacées par la neige qui tombait maintenant avec plus d'intensité. À 14h30, le visage livide, Mathieu prit la décision d'appeler la gendarmerie. Ils redescendirent au chalet où se trouvait le seul téléphone du secteur. Ses mains tremblaient en composant le numéro. L'opératrice de la gendarmerie d'Annecy prit note des informations. 3 enfants, 9, 7 et 5 ans, disparus depuis environ 4 heures. Conditions météorologiques difficiles, température extérieure de moins 10 degrés. Une équipe arrive immédiatement, monsieur. Surtout, restez où vous êtes. Continuez à chercher dans le périmètre immédiat, mais ne vous éloignez pas trop. Le brigadier-chef Laurent Renaud arriva à 15h45 avec 4 gendarmes et 2 maîtres chiens. Grand, la cinquantaine, il avait l'expérience des opérations de recherche en montagne. Il interrogea calmement Mathieu et Simone, prenant des notes détaillées. Depuis quelle heure exactement? Que portèrent les enfants? Couleur de leurs vêtements? Objets qu'ils avaient avec eux? Connaissaient-ils bien le secteur? Le petit avait un camion de pompiers rouge, précisa Simone, la voix brisée. Il l'emporte partout. Les chiens furent mis sur la piste à partir du bonhomme de neige inachevé. Ils partirent immédiatement vers l'est, confirmant la direction des traces que Mathieu avait suivies. Mais après environ 200 mètres dans la forêt, les chiens semblèrent perdre la piste, tournant en rond, gémissant. La neige, qui tombait maintenant en rafales épaisses, rendait leur travail quasi impossible. À 17h, l'obscurité commençait déjà à tomber. Le brigadier-chef Renaud prit la décision d'appeler des renforts. À 18h30, plus de 30 personnes ratissaient la zone. Gendarmes, pompiers, membres du peloton de gendarmerie de haute montagne et des volontaires du village. Des projecteurs puissants furent installés.
On appela les enfants sans arrêt, méthodiquement, couvrant chaque secteur. La nuit du 24 au 25 décembre fut un cauchemar éveillé pour la famille Chevalier. Simone refusait de rentrer au chalet, restant dehors malgré le froid mordant, appelant ses fils jusqu'à en perdre la voix. Mathieu, le visage figé, accompagnait chaque équipe de recherche, explorant encore et encore les mêmes zones. Henri Marchand coordonnait les volontaires, sa connaissance du terrain s'avérant précieuse. À 3 heures du matin, le 25 décembre, le brigadier-chef Renaud prit Mathieu à part. « Monsieur Chevalier, je vais être honnête avec vous. Avec ces températures, si vos fils sont dehors sans abri depuis presque 17 heures, il faut se préparer au pire. L'hypothermie s'installe en quelques heures pour des adultes. Pour des enfants, c'est beaucoup plus rapide. » Mathieu ne répondit rien. Il retourna chercher, comme un automate. Au lever du jour du 25 décembre, plus de 60 personnes participaient aux recherches. L'hélicoptère de la gendarmerie survola la zone dès que la visibilité le permit. Des équipes de spéléologues vérifièrent les grottes et cavités naturelles connues dans le secteur. Rien, aucune trace, aucun vêtement, aucun objet. Les 3 garçons semblaient s'être évaporés. Les jours suivants, les recherches s'intensifièrent encore. Des équipes venues de toute la région affluèrent. La presse s'empara de l'affaire. Les journaux titraient « 3 frères volatilisés le jour de Noël ». La télévision diffusa les photos des enfants. Des médiums contactèrent la famille, affirmant pouvoir localiser les corps. Mathieu raccrocha sur chacun d'eux. Une hypothèse terrible émergea rapidement. Et si quelqu'un avait enlevé les enfants ? La gendarmerie vérifia tous les véhicules qui avaient circulé dans le secteur ce jour-là. Henri Marchand témoigna avoir vu passer une camionnette blanche vers 11 heures, mais il en passait souvent, impossible de l'identifier précisément. Les quelques habitants permanents du hameau furent interrogés. Personne n'avait rien vu, rien entendu. Le capitaine Renaud, désormais en charge de l'enquête qui prenait une dimension criminelle, explora toutes les pistes. Il fit vérifier les antécédents de tous les adultes présents dans un rayon de 20 kilomètres. Il interrogea longuement Henri Marchand, qui fut profondément blessé mais coopéra entièrement. Il examina même les finances et la vie privée de Mathieu et Simone, cherchant un mobile quelconque. Rien. C'était une famille aimante, sans problème apparent, sans ennemis. Le 31 décembre, après une semaine de recherches acharnées mobilisant des centaines de personnes, les opérations actives furent officiellement suspendues. Le capitaine Renaud, les yeux cernés, annonça aux parents qu'on maintenait l'enquête ouverte, mais que les chances de retrouver les enfants vivants étaient désormais nulles. « Nous continuerons à chercher, Madame Chevalier. Nous ne les abandonnerons pas, mais il faut que vous compreniez la situation. » Simone s'effondra dans les bras de son mari. Les premières semaines de l'année 1986 furent un brouillard de douleur pour la famille Chevalier. Ils restèrent au chalet pendant tout le mois de janvier, incapables de rentrer à Annecy, comme si partir signifiait abandonner leur fils. Chaque matin, Mathieu sortait marcher dans la forêt, scrutant la neige, cherchant un signe, n'importe quoi. Simone restait des heures à la fenêtre, fixant le tertre où se dressait encore le bonhomme de neige inachevé, désormais recouvert d'une épaisse couche blanche. Henri Marchand leur apportait des provisions, préparait des repas qu'ils touchaient à peine. Il les suppliait de manger, de se reposer, mais comment le pouvaient-ils? Leurs 3 fils étaient quelque part dehors, dans le froid, peut-être blessés, peut-être... Non, Simone refusait de penser au mot « mort ». Ils étaient perdus, ils avaient besoin d'aide, et elle devait être là quand on les retrouverait. En février, sur l'insistance du médecin et d'Henri, ils acceptèrent finalement de rentrer dans leur maison d'Annecy. Simone prit un congé sans solde de l'hôpital. Elle était incapable de travailler, incapable de voir d'autres enfants quand les siens avaient disparu. Mathieu tenta de reprendre son travail au cabinet comptable, mais il faisait erreur sur erreur, incapable de se concentrer. Son patron, compatissant, lui accorda un mi-temps. Les chambres des garçons restèrent intactes. Simone y entrait parfois, s'asseyait sur le lit de Léo, respirait l'odeur de ses draps, serrait contre elle la peluche préférée de Vincent. Mathieu, lui, évitait ces pièces.
La douleur était trop vive. Il préférait rester dans son bureau, à étudier des cartes topographiques, à planifier des zones de recherche pour le printemps, quand la neige aurait fondu. Le capitaine Renaud les tenait informés de chaque développement de l'enquête. En mars, quand la neige commença à fondre, de nouvelles recherches furent organisées. Des équipes ratissèrent à nouveau tous les secteurs, vérifiant les ravins, les crevasses, les zones qui avaient été inaccessibles en plein hiver. On ne trouva rien. Absolument rien. Pas un vêtement, pas un objet, pas le moindre indice. Cette absence totale de traces défiait toute logique. 3 enfants ne pouvaient pas simplement disparaître sans laisser la moindre empreinte. Le capitaine Renaud avoua à Mathieu, lors d'une conversation privée en avril, que cette affaire le hantait. « Monsieur Chevalier, j'ai 28 ans de carrière. J'ai travaillé sur des disparitions, des accidents de montagne, des crimes. Mais jamais, jamais je n'ai vu quelque chose comme ça. C'est comme s'il s'était évaporé. » L'été arriva. Les touristes affluèrent à Annecy comme chaque année, ignorant du drame qui s'était joué 6 mois auparavant. Les chevaliers reçurent le soutien de leurs familles, de leurs amis, mais aussi une certaine lassitude. Les gens voulaient qu'ils tournent la page, qu'ils acceptent et avancent. Mais comment accepter quand on n'avait ni corps ni réponse? Simone et Mathieu existaient dans un entre-deux insupportable, incapables de faire leur deuil, refusant d'abandonner l'espoir. En septembre 1986, ils prirent une décision difficile: vendre le chalet. Ils ne pouvaient plus y retourner. Chaque pierre, chaque arbre leur rappelait cette matinée de Noël. Henri Marchand comprit leur choix, même s'il en fut attristé. Il promit de continuer à surveiller les environs, à chercher. Il tiendrait sa promesse pendant presque 3 décennies. Les années passèrent dans une douleur sourde qui ne s'atténuait jamais vraiment. Mathieu et Simone restèrent ensemble, soudés par leur tragédie commune, mais leur couple n'était plus qu'une coquille vide. Ils ne riaient plus, ne faisaient plus de projets. Ils existaient simplement, attendant des nouvelles qui ne venaient pas. À chaque Noël, la douleur se ravivait avec une intensité insoutenable. Ils évitaient les décorations, les festivités, s'enfermèrent chez eux. Les premiers Noëls, Simone mettait encore la table pour 5 personnes, laissant vides les 3 chaises de ses fils. Mathieu la trouvait parfois en pleine nuit, assise à cette table, fixant les assiettes vides. Avec le temps, ils cessèrent même de faire semblant, commandant un repas à emporter qu'ils mangeaient en silence devant la télévision. En 1990, 4 ans après la disparition, le capitaine Renaud prit sa retraite. Il vint dire au revoir à Mathieu et Simone, les larmes aux yeux. « Je n'ai pas pu vous donner de réponse, c'est mon plus grand échec professionnel. Mais je veux que vous sachiez que j'ai tout essayé, absolument tout. » Il leur laissa le numéro de son successeur, le lieutenant Mercier, mais tous savaient que le dossier était désormais froid. Simone développa une dépression chronique. Elle prenait des antidépresseurs, suivait une thérapie, mais rien n'effaçait la douleur de ne pas savoir. Le pire, disait-elle à sa psychologue, ce n'était pas la mort. La mort, on pouvait éventuellement l'accepter. C'était l'incertitude. L'imagination qui la torturait jour et nuit, créant 1000 scénarios horribles. Où étaient ces bébés? Avaient-ils eu peur? Avaient-ils appelé à l'aide? Étaient-ils morts rapidement ou avaient-ils souffert? Mathieu, lui, s'enfonça dans le travail. Il accepta toutes les heures supplémentaires possibles, travaillant parfois jusqu'à 20 heures par jour. Son patron s'inquiétait pour sa santé, mais Mathieu insistait. Travailler l'empêchait de penser. L'épuisement lui permettait de dormir quelques heures sans être réveillé par les cauchemars. En 1995, 10 ans après la disparition, ils organisèrent une cérémonie commémorative. Pas des funérailles, ils refusaient toujours de déclarer leur fils mort, mais un hommage. Une centaine de personnes vinrent, certaines qu'ils ne connaissaient même pas, touchées par leur histoire. 3 arbres furent plantés dans le parc municipal d'Annecy, un pour chaque enfant. Simone s'effondra en voyant les petits sapins alignés. Henri Marchand, désormais âgé de 72 ans, continuait ses promenades régulières dans les montagnes autour de Montrottier.
Il ne cherchait plus activement. Que pourrait-il trouver après 10 ans? Mais il restait attentif. Il avait promis. Chaque année, le 24 décembre, il montait jusqu'à l'ancien emplacement du chalet des Chevaliers, désormais reconstruit et occupé par d'autres propriétaires qui ignoraient son histoire. Il restait là quelques minutes, en silence, pensant aux 3 petits garçons qu'il avait connus. Les années 2000 arrivèrent. Mathieu et Simone avaient maintenant tous deux dépassé la cinquantaine. Leurs visages portaient les marques d'une tristesse qui ne s'était jamais dissipée. Ils voyaient rarement leurs amis, encore moins leur famille. Les questions bien intentionnées « Comment allez-vous » étaient devenues insupportables. Comment répondre « Nous existons, nous survivons, nous attendons ». En 2005, 20 ans après la disparition, un journaliste contacta Mathieu pour un article commémoratif. Il voulait rouvrir le dossier médiatiquement, relancer l'intérêt public. Mathieu refusa poliment mais fermement. À quoi bon? L'affaire avait fait la une pendant des mois en 1986. Des centaines de personnes avaient cherché. La gendarmerie avait exploré toutes les pistes. Aucune nouvelle publicité ne changerait rien. Mais en 2010, 25 ans après les faits, Simone accepta finalement de témoigner pour un documentaire sur les disparitions non résolues. Elle expliqua à Mathieu qu'elle voulait que leur fils soit rappelé au souvenir des gens. Peut-être que quelqu'un, quelque part, sait quelque chose. Peut-être qu'après toutes ces années, cette personne sera enfin prête à parler. Le documentaire fut diffusé en décembre 2010. Simone, 60 ans maintenant, le visage creusé mais le regard déterminé, raconta devant la caméra ce 24 décembre 1985. Les images des 3 petits garçons apparurent à l'écran. Léo avec son sourire sérieux, Jules avec ses yeux pétillants, Vincent serrant son camion de pompiers rouges. Un numéro vert fut mis en place pour recueillir d'éventuels témoignages. Ils reçurent une dizaine d'appels. Des gens bien intentionnés qui pensaient avoir vu quelque chose. Une femme qui jurait avoir aperçu 3 enfants correspondant à leur description dans un parc à Lyon en 1987. Un homme qui affirmait avoir croisé une camionnette suspecte. Toutes les pistes furent vérifiées. Aucune ne mena nulle part. Henri Marchand mourut en 2012, à l'âge de 79 ans, d'une crise cardiaque. Mathieu et Simone assistèrent à ses funérailles, reconnaissant pour toutes ces années de soutien indéfectible. Dans son testament, Henri avait légué 1 000 € à une association de recherche de personnes disparues, spécifiant que cet argent devait servir à poursuivre les recherches pour Léo, Jules et Vincent Chevalier. Ce geste toucha profondément leurs parents. En 2015, 30 ans après la disparition, Mathieu avait 67 ans et Simone 65. Ils vivaient retirés, ne sortant que rarement. Leurs cheveux avaient blanchi, leur corps s'était voûté. La vie les avait usés. Ils n'espéraient de plus vraiment de réponse. Ils s'étaient résignés à mourir sans savoir, cette pensée qui les torturait depuis 3 décennies. Et puis, en décembre 2015, le téléphone sonna. Le lieutenant Sophie Moreau de la gendarmerie d'Annecy composa le numéro des Chevaliers le 10 décembre 2015 à 16h30. Elle avait devant elle un dossier épais, jauni par le temps, marqué « Affaire Chevalier 1985, disparition de mineurs ». Elle savait que cet appel allait bouleverser 2 personnes âgées qui avaient déjà tant souffert. Mais elle n'avait pas le choix. Mathieu décrocha à la 3e sonnerie. « Allô ? Monsieur Chevalier ? Lieutenant Moreau de la gendarmerie d'Annecy ? J'ai quelque chose à vous annoncer concernant vos fils. » Le silence qui suivit dura plusieurs secondes. Mathieu sentit son cœur s'emballer. Après 30 ans, ces mots, il fit signe à Simone qui se trouvait dans la cuisine. Elle vit son visage et comprit immédiatement. Elle s'approcha, tremblante. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» La voix de Mathieu était à peine audible. Des ouvriers travaillant sur un nouveau sentier de randonnée près de Montretier ont découvert un objet, un petit camion de pompiers rouge en plastique. Il était partiellement enterré à environ 2 kilomètres de l'ancien emplacement de votre chalet. Simone poussa un cri étranglé. Mathieu dut s'asseoir. Le camion de Vincent, son jouet préféré, celui qu'il serrait contre lui le matin de sa disparition.
Monsieur Chevalier, je sais que c'est extrêmement difficile. Pouvez-vous venir nous voir demain à la gendarmerie? Nous avons besoin de vous montrer l'objet, de confirmer qu'il s'agit bien de celui de votre fils. Le lendemain matin, Mathieu et Simone entrèrent dans les locaux de la gendarmerie, main dans la main. Le lieutenant Moreau, une femme d'une quarantaine d'années au regard doux mais professionnel, les fit entrer dans une petite salle. Sur la table, protégé dans un sac plastique transparent, se trouvait le camion. Simone éclata en sanglots avant même de le toucher. Elle le reconnaissait. La peinture rouge délavée, l'échelle qui manquait sur le côté, Vincent l'avait cassée en jouant 6 mois avant sa disparition. Les roues un peu usées, c'était lui, sans aucun doute possible. « C'est le sien », murmura Mathieu. « Où exactement l'avez-vous trouvé ?» Le lieutenant Moreau déroula une carte topographique sur la table. Elle pointa un endroit marqué d'une croix rouge. « Ici, à environ 2 kilomètres à l'est de votre ancien chalet. Les ouvriers creusaient pour élargir un sentier existant. Le jouet était enfoui à environ 50 centimètres de profondeur. Il a probablement été recouvert progressivement par l'accumulation de terre et de feuilles mortes au fil des décennies. » Mathieu étudia la carte. La zone indiquée se trouvait bien au-delà du périmètre qui avait été fouillé de manière intensive en 1985 et 86. Mais cette zone a été vérifiée, non? Oui et non, répondit le lieutenant Moreau. Elle a été survolée en hélicoptère et des équipes y sont passées, mais de manière moins systématique. Il faut comprendre qu'en 1985, les moyens techniques étaient plus limités. Et avec la neige qui tombait ce jour-là, les traces se sont rapidement effacées. Les recherches se sont concentrées sur le périmètre proche du chalet. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Simone d'une voix tremblante. Mes fils sont allés jusque là-bas. Pourquoi? Comment? C'est ce que nous allons chercher à comprendre, Madame Chevalier. J'ai réactivé officiellement l'enquête. Nous allons organiser de nouvelles recherches dans ce secteur avec les technologies dont nous disposons aujourd'hui. Radar à pénétration de sol, chiens formés à la recherche de restes anciens, équipe spécialisée. Les jours suivants furent un étrange mélange d'espoir et d'angoisse. Espoir, parce qu'enfin, après 30 ans, il y avait un indice concret. Angoisse, parce que cet indice laissait présager ce qu'ils allaient peut-être découvrir. Si le jouet de Vincent était là, à 2 kilomètres du chalet, cela signifiait que les enfants s'étaient aventurés bien plus loin qu'on ne l'avait imaginé. Et s'ils étaient allés si loin, leur corps pouvait être n'importe où dans ces montagnes. Le 15 décembre 2015, une équipe de 12 gendarmes et spécialistes commença les recherches autour du lieu de découverte du camion. Le secteur était escarpé, recouvert d'une dense végétation. Un ruisseau coulait à proximité, grossi par les pluies d'automne. Le terrain avait beaucoup changé en 30 ans. Des arbres avaient poussé, d'autres étaient tombés, modifiant complètement le paysage. Le deuxième jour de recherche, le 16 décembre, un gendarme équipé d'un détecteur de métaux capta un signal faible environ 100 mètres plus à l'est. En creusant prudemment, il découvrit une petite voiture miniature rouillée. Mathieu confirma, c'était l'une des voitures que Jules emportait souvent dans ses poches. L'équipe concentra alors ses efforts sur ce nouveau secteur. Le radar à pénétration de sol fut utilisé méthodiquement, balayant chaque mètre carré. Le 17 décembre au matin, l'opérateur signala une anomalie. Quelque chose se trouvait sous terre, à environ 1,50 m de profondeur, dans une zone qui semblait avoir été autrefois un petit affaissement de terrain. Le lieutenant Moreau fit appel à une équipe de la police scientifique. Il fallait procéder avec une extrême minutie. Si c'étaient les restes des enfants, chaque détail pourrait être crucial pour comprendre ce qui s'était passé. Les fouilles commencèrent dans l'après-midi du 17 décembre. À 17h45, alors que le jour déclinait, un technicien découvrit un fragment de tissu, bleu marine, un anorak d'enfant. Le lieutenant Moreau appela immédiatement Mathieu. Elle ne pouvait pas lui donner de détails par téléphone, mais elle lui demanda s'il se souvenait de la couleur des vêtements que portèrent les garçons ce jour-là. Mathieu ferma les yeux. Il revoyait la scène, Simone habillant les enfants. Léo avait un anorak bleu marine. Jules portait une veste rouge.
Vincent était en vert. « Merci, monsieur Chevalier. Nous reprenons les fouilles demain matin à la première heure. » Cette nuit-là, Mathieu et Simone ne dormirent pas. Ils savaient. Après 30 ans d'attente, ils allaient enfin avoir des réponses. Mais ces réponses seraient terribles. Le 18 décembre, les fouilles reprirent à 8 heures. À 10h20, les restes de 3 squelettes d'enfants furent mis au jour. Ils étaient regroupés dans ce qui semblait être une petite cavité naturelle, probablement effondrée il y a longtemps. Des fragments de vêtements permettaient l'identification. Bleu marine, rouge, vert, Léo Jules et Vincent Chevalier avaient été retrouvés. Le lieutenant Moreau se rendit personnellement chez les Chevaliers pour leur annoncer la nouvelle. Simone s'effondra. Mathieu resta debout, figé, le regard vide. Une partie de lui avait toujours su qu'ils étaient morts. Mais une autre partie, cette lueur minuscule d'espoir qu'il n'avait jamais complètement éteinte, venait de s'éteindre définitivement. « Comment ?» demanda-t-il simplement. « Comment sont-ils morts ? L'examen des restes va prendre du temps, monsieur Chevalier, mais les premiers éléments suggèrent un accident. Il n'y a aucun signe de violence sur les ossements. Ils semblent avoir été pris au piège dans un effondrement de terrain. » Mais cette explication ne satisfaisait pas complètement le lieutenant Moreau. Pourquoi les enfants étaient-ils allés si loin? Comment avaient-ils pu se retrouver dans cette cavité? Et surtout, il y avait un détail troublant que l'analyse du site révéla dans les jours suivants. La cavité avait été recouverte. Pas seulement par l'effondrement naturel, mais par de la terre et des branches disposées de manière qui suggérait une intervention humaine. Quelqu'un avait su, quelqu'un avait recouvert cette tombe improvisée. L'annonce de la découverte des corps fit la une de tous les journaux locaux et même nationaux. 30 ans après, les 3 frères de Noël retrouvés. La presse se souvenait de cette affaire qui avait marqué les esprits en 1985. Des journalistes tentèrent d'interviewer Mathieu et Simone qui refusèrent tout contact. Ils voulaient juste comprendre. Ils voulaient savoir ce qui était arrivé à leur bébé. L'autopsie médico-légale fut confiée au docteur Alain Beaumont, médecin légiste expérimenté, spécialisé dans l'analyse de restes anciens. Son rapport, remis le 23 décembre 2015, apporta des éléments cruciaux, mais aussi de nouvelles questions. Les 3 squelettes étaient complets, ce qui confirmait qu'ils n'avaient pas été déplacés après la mort. L'analyse des os ne révélait aucune fracture, aucun traumatisme visible. Les enfants n'avaient pas été frappés, n'étaient pas tombés d'une grande hauteur. La position des corps suggérait qu'ils s'étaient recroquevillés ensemble, probablement pour se protéger du froid. Mais le plus troublant était l'analyse du site lui-même. L'équipe de la police scientifique avait minutieusement étudié la cavité et ses environs. Leur conclusion était formelle. Cette cavité n'était pas une grotte naturelle accessible de l'extérieur. C'était l'effondrement d'une ancienne galerie minière. Le lieutenant Moreau approfondit cette piste. Elle découvrit qu'au XIXe siècle, plusieurs petites mines de fer avaient été exploitées dans ce secteur des Alpes. La plupart avaient été abandonnées dans les années 1880, puis oubliées. Certaines entrées avaient été murées, d'autres simplement laissées à l'abandon, se refermant progressivement sous l'effet de l'érosion et de la végétation. Les archives départementales confirmèrent l'existence d'une ancienne mine appelée mine Saint-Georges dans ce secteur précis. Elle avait cessé toute activité en 1882. Les plans de la mine, conservés aux archives, montraient un réseau de galeries peu profondes, s'étendant sur plusieurs centaines de mètres. Le lieutenant Moreau fit venir un ingénieur des mines à la retraite pour examiner le site. Son analyse fut édifiante. Cette cavité où vous avez trouvé les corps est l'effondrement d'une galerie secondaire. Il devait y avoir une ouverture quelque part, probablement camouflée par la végétation. Les enfants sont entrés, la galerie s'est effondrée, les piégeant à l'intérieur. Mais alors, pourquoi personne n'avait mentionné l'existence de cette mine en 1985 ? Le lieutenant Moreau éplucha les comptes rendus des recherches de l'époque. Nulle part il n'était fait mention d'anciennes mines dans le secteur. Les gendarmes qui avaient mené l'enquête initiale n'avaient pas consulté les archives départementales. Ils avaient cherché des grottes naturelles, vérifié les ravins,
mais n'avait jamais pensé aux vieilles mines abandonnées. Cette découverte ouvrait une nouvelle question. Si les enfants étaient morts piégés dans cette mine, pourquoi le site avait-il été recouvert? L'effondrement naturel n'expliquait pas la présence de terre et de branches disposées au-dessus de la cavité. Le 28 décembre, le lieutenant Moreau convoqua tous les témoins encore vivants de l'époque. Elle voulait réinterroger chacun, 30 ans après les faits. Peut-être que quelqu'un se souviendrait d'un détail négligé. Elle commença par les anciens gendarmes ayant participé aux recherches. Le brigadier-chef Renaud était décédé, mais 3 de ses collègues acceptèrent de témoigner. Ils décrivirent les recherches intenses, le désespoir de ne rien trouver. Aucun ne se souvenait avoir entendu parler de mines dans le secteur. Les habitants permanents de Montretier furent également réinterrogés. La plupart étaient âgés maintenant. Certains avaient déménagé, d'autres étaient décédés. Une femme, Marceline Gauthier, 82 ans, se souvenait vaguement avoir entendu son grand-père parler de mines dans sa jeunesse. Mais c'était tellement vieux, vous comprenez, plus personne n'y pensait. Le 2 janvier 2016, le lieutenant Moreau reçut un appel qui allait faire basculer l'enquête. Un homme nommé François Villeneuve, 68 ans, habitant désormais près de Grenoble, avait lu les articles sur la découverte des corps. Il avait quelque chose à dire. Le lieutenant Moreau le rencontra le lendemain. François Villeneuve était un homme voûté, le visage marqué par les années, et visiblement par quelque chose d'autre. Il s'assit difficilement dans le bureau de la gendarmerie. « Je lisais les articles, commença-t-il d'une voix tremblante, sur les 3 petits garçons et l'endroit où ils ont été trouvés. Je connaissais cet endroit. » Le lieutenant Moreau se pencha en avant. « Comment le connaissiez-vous » ? « En 1985, je travaillais comme garde forestier dans ce secteur. J'avais 38 ans. Mon travail consistait à surveiller les forêts, à signaler les problèmes, à guider parfois les randonneurs. Vous étiez là pendant les recherches des enfants chevaliers ? Oui, j'ai participé. J'ai cherché pendant des jours avec les autres. Il s'interrompit, les mains tremblantes. Mais il y a quelque chose que je n'ai jamais dit. Le silence dans le bureau était total. Le lieutenant Moreau attendit, laissant l'homme trouver ses mots. Le 24 décembre 1985, j'étais dans ma cabane de garde, à environ 3 kilomètres du chalet des Chevaliers. Vers 11h30, j'ai décidé de faire une ronde. Il neigeait, mais ce n'était pas encore trop fort. J'ai pris mon chemin habituel, qui passait justement près de l'ancienne mine Saint-Georges. Le lieutenant Moreau nota chaque mot. Je connaissais cette mine. Mon père m'en avait parlé quand j'étais jeune. L'entrée était à moitié cachée par des ronces et des broussailles. Personne n'y allait jamais. Ce jour-là, en passant près de l'entrée, j'ai entendu des voix d'enfants. Le lieutenant Moreau sentit son pouls s'accélérer. « Vous avez entendu les enfants chevaliers ? Je ne savais pas que c'était eux. À ce moment-là, ils n'étaient pas encore portés disparus. J'ai juste pensé que des gamins du coin jouaient là. Ça m'a agacé. C'était dangereux, cette vieille mine. J'ai crié « Hé, sortez de là, c'est dangereux !» Mais je n'ai pas vérifié. Il faisait froid, je voulais rentrer. Je me suis dit que les gosses partiraient d'eux-mêmes. Il s'arrêta, la voix brisée par l'émotion. Des larmes coulaient sur son visage ridé. Et puis, le soir, j'ai entendu à la radio que 3 enfants avaient disparu. J'ai immédiatement compris. C'étaient eux, les voix que j'avais entendues. Mais j'ai paniqué. Si je disais que je les avais entendus et que je n'étais pas intervenu, j'allais être tenu responsable. J'allais perdre mon travail. Peut-être pire. Qu'avez-vous fait ? La voix du lieutenant Moreau était neutre, professionnelle, mais elle sentait la colère monter en elle. Le lendemain matin, le 25 décembre, très tôt avant que les recherches ne commencent officiellement, je suis retourné à la mine. J'espérais trouver les enfants, pouvoir dire que je les avais sauvés. Mais quand je suis arrivé, sa voix se brisa complètement. L'entrée s'était effondrée pendant la nuit. Il y avait eu un petit tremblement, vous vous souvenez. On l'avait à peine senti, mais c'était suffisant pour cette vieille galerie instable. Le lieutenant Moreau se souvenait effectivement. Les dossiers mentionnaient une légère secousse sismique
enregistré dans la nuit du 24 au 25 décembre 1985, d'une magnitude de 2,1 sur l'échelle de Richter, imperceptible pour la plupart des gens. J'ai essayé de dégager l'entrée, continua François Villeneuve, mais c'était impossible. Des tonnes de terre et de roches, il aurait fallu des pelleteuses. Et puis j'ai entendu du silence, un silence terrible. Ils étaient là-dedans, et ils étaient morts. J'en étais sûr. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce que j'aurais dû vérifier la veille. J'aurais dû entrer dans cette mine, les faire sortir immédiatement. Mais je ne l'ai pas fait, par paresse, par négligence, et 3 enfants sont morts. Comment pouvais-je l'avouer? J'aurais été accusé de non-assistance à personne en danger. J'aurais été détruit. Il leva les yeux vers le lieutenant Moreau. Alors j'ai recouvert, j'ai ramassé de la terre, des branches. J'ai camouflé l'entrée effondrée pour que personne ne la trouve. Je me disais que de toute façon, c'était trop tard, que ça ne changerait rien. Vous avez laissé des parents chercher leurs enfants pendant 30 ans sans réponse. Je sais. Les mots étaient à peine audibles. Je sais. Ça m'a hanté chaque jour de ma vie, chaque Noël, je pense à eux. J'ai développé une dépression, j'ai perdu mon travail quelques années plus tard. Ma femme m'a quitté. Je n'ai jamais pu avoir d'enfants après ça. Je ne pouvais pas. Comment aurais-je pu regarder mes propres enfants en sachant ce que j'avais fait? Le lieutenant Moreau resta silencieux un long moment. Puis elle dit « Monsieur Villeneuve, je dois vous informer que vous allez être placé en garde à vue. Nous allons vérifier votre témoignage et selon les résultats, des charges pourraient être retenues contre vous. » Il hocha la tête. « Je sais, c'est pour ça que je suis venu. Je ne peux plus vivre avec ça. » L'arrestation de François Villeneuve fit sensation. La presse titrait « 30 ans de mensonges ». Un garde forestier avoue avoir entendu les enfants le jour de leur mort. Mathieu et Simone furent convoqués à la gendarmerie pour entendre l'intégralité de la déposition de Villeneuve. Ils écoutèrent l'enregistrement en silence. Quand ce fut terminé, Simone se leva et quitta la pièce sans un mot. Mathieu resta assis, le visage de pierre. Puis, d'une voix étrangement calme, il demanda « Je peux le voir ? Monsieur Chevalier, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je veux le voir. » Le lieutenant Moreau hésita, puis accepta. Elle organisa une confrontation supervisée. François Villeneuve et Mathieu Chevalier se retrouvèrent face à face dans une petite salle d'interrogatoire. Un gendarme présent pour assurer la sécurité. Villeneuve ne put soutenir le regard de Mathieu. Il fixait le sol, les épaules voûtées. « Regardez-moi, » dit Mathieu. Villeneuve leva lentement les yeux. « Vous les avez entendus, mes fils. Ils étaient vivants. Ils criaient. Ils appelaient probablement à l'aide. Et vous avez juste continué votre chemin. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé. » Mathieu répéta le mot comme s'il était étranger. « Ma femme a passé 30 ans à se demander si nos fils avaient eu peur, s'ils avaient souffert. Elle s'est imaginé 1000 scénarios horribles. Elle a fait des cauchemars chaque nuit, et vous étiez désolé. Je sais que rien ne peut excuser. Ils sont morts cette nuit-là, dans l'effondrement ?» Villeneuve secoua la tête. « Je ne peux pas en être certain. Peut-être. Ou peut-être qu'ils ont survécu quelques heures, dans le noir, attendant qu'on vienne les sauver. Je ne sais pas. C'est ce qui me torture. » Mathieu se leva. Il s'approcha de Villeneuve. Le gendarme se tendit, prêt à intervenir. Mais Mathieu ne fit rien de violent. Il se pencha simplement vers l'homme effondré et murmura « J'espère que vous vivrez très longtemps. J'espère que vous vivrez chaque jour avec le poids de ce que vous avez fait. La mort serait trop douce pour vous. » Puis, il sortit de la pièce. Dans les jours qui suivirent, l'enquête technique confirma le témoignage de Villeneuve. Les équipes retournèrent sur le site et, en dégageant complètement la zone, découvrirent effectivement les restes d'une ancienne entrée de mine, recouverte exactement comme Villeneuve l'avait décrit. Des analyses plus poussées des ossements permirent d'affiner l'heure probable de la mort. Le docteur Beaumont expliqua ses conclusions à Mathieu et Simone. D'après l'état des corps et leur position, vos fils sont probablement décédés entre le 24 décembre au soir et le 25 au matin. L'hypothermie combinée au manque d'oxygène dans la galerie effondrée. Ils se sont serrés les uns contre les autres.
Léo, l'aîné, semble avoir protégé ses petits frères jusqu'au bout. Ses bras entouraient les deux autres. Simone s'effondra en entendant ces mots. Son Léo, son petit garçon sérieux et responsable, avait protégé ses frères jusqu'à la fin. Le procureur de la République dut déterminer quelle charge retenir contre François Villeneuve. Le cas était complexe. Techniquement, en 1985, Villeneuve n'avait commis aucun crime. Entendre des voix d'enfants près d'une mine et ne pas vérifier était de la négligence, mais difficile à qualifier juridiquement 30 ans plus tard. La dissimulation de l'entrée effondrée était plus problématique. Mais là encore, il n'avait pas causé la mort des enfants. L'effondrement s'était produit naturellement. En revanche, sa non-dénonciation pendant 30 ans, privant les parents de réponse et de la possibilité d'enterrer leurs enfants, constituait une faute morale évidente. Après des semaines de délibération, le procureur décida de poursuivre Villeneuve pour non-assistance à personne en danger et entrave à la justice pour avoir dissimulé des informations cruciales pendant 3 décennies. Le procès eut lieu en juin 2016. François Villeneuve plaida coupable sur tous les chefs d'accusation. Son avocat présenta des circonstances atténuantes, le remords évident, la confession volontaire après 30 ans, la dépression chronique dont il avait souffert. Le procureur souligna au contraire l'égoïsme monstrueux de sa décision, le calvaire infligé aux parents. Mathieu et Simone assistèrent à chaque jour du procès. Ils écoutèrent les témoignages, les expertises, les plaidoiries. À la barre, Simone s'adressa directement à Villeneuve. « Vous m'avez volé 30 ans. 30 Noëls où j'imaginais mes bébés quelque part, peut-être vivants, peut-être prisonniers de quelqu'un. 30 ans où je me réveillais en espérant que ce jour serait celui où on les retrouverait. Vous saviez où ils étaient et vous m'avez laissé dans cette torture. » Le verdict tomba le 23 juin 2016. François Villeneuve fut condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis pour non-assistance à personne en danger et entrave à la justice. Une peine que beaucoup jugèrent clémente, mais que le juge justifia par l'âge de l'accusé, son état de santé fragile et le fait que les lois de l'époque rendaient difficile une condamnation plus lourde. Mais au-delà du procès, une autre révélation émergea durant l'enquête, une révélation qui expliquait pourquoi les enfants s'étaient aventurés si loin du chalet. Les enquêteurs retrouvèrent dans les archives un ancien plan du secteur datant de 1960. Ce plan montrait qu'un sentier balisé passait autrefois près de l'entrée de la mine Saint-Georges. Ce sentier n'existait plus en 1985, envahi par la végétation. Mais Léo, Jules et Vincent l'avaient peut-être découvert ce matin-là, suivant ce qui ressemblait à un chemin. Ils avaient marché, explorant comme le font les enfants, s'éloignant progressivement. Et ils avaient trouvé l'entrée de la mine, une grotte mystérieuse qui avait dû leur paraître fascinante. Le rapport final de l'enquête reconstitua les dernières heures des 3 frères, avec une précision terrible. Ils étaient entrés dans la mine vers 11 heures, probablement par curiosité. Villeneuve les avait entendus vers 11h30, avait crié, les avait peut-être même effrayés, les poussant à s'enfoncer plus profondément dans la galerie. Dans la nuit, la légère secousse sismique avait provoqué l'effondrement, les piégeant. Ils étaient morts de froid et d'asphyxie, serrés les uns contre les autres, dans le noir absolu. Vincent avait perdu son camion de pompiers rouges, probablement avant d'entrer dans la mine, le jouet tombant de sa poche alors qu'il marchait. C'est ce camion, découvert 30 ans plus tard, qui avait finalement permis de les retrouver. Les funérailles de Léo, Jules et Vincent Chevalier eurent lieu le 15 juillet 2016, 30 ans, 6 mois et 21 jours après leur disparition. La cérémonie se déroula à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy, remplie à craquer. Plus de 500 personnes vinrent rendre un dernier hommage aux 3 petits garçons dont l'histoire avait marqué toute une région. 3 petits cercueils blancs furent disposés devant l'autel. Mathieu et Simone, maintenant âgés de 68 et 66 ans, se tenaient au premier rang, soutenus par leurs familles et quelques amis proches. Le prêtre parla de la tragédie, de l'innocence perdue, du mystère enfin résolu, mais au prix de révélations déchirantes.
Simone avait demandé à pouvoir dire quelques mots. D'une voix tremblante mais claire, elle s'adressa à l'Assemblée. Pendant 30 ans, je n'ai pas pu faire mon deuil. Je ne savais pas si mes fils étaient morts ou vivants, s'ils souffraient quelque part, s'ils pensaient que je les avais abandonnés. Aujourd'hui, je sais. C'est une douleur terrible, mais c'est aussi une libération. Je sais que Léo a protégé ses petits frères jusqu'au bout. Je sais qu'ils étaient ensemble. Je sais qu'ils ne sont pas morts seuls. Elle marqua une pause, les larmes coulant librement sur son visage. Je veux dire à tous les parents qui vivent ce que nous avons vécu, cette attente horrible sans réponse. Ne perdez jamais espoir. Les réponses peuvent venir, même après des décennies. Et quand elles viennent, aussi douloureuses soient-elles, elles vous permettent enfin de dire au revoir. Mathieu ne prit pas la parole. Il resta assis, le regard fixe, serrant la main de sa femme. Depuis la découverte des corps, il avait à peine parlé. Toute sa vie, il avait été un homme de contrôle, de méthode, de logique. Mais comment contrôler une telle douleur? Comment donner du sens à une telle absurdité? Les 3 garçons furent enterrés côte à côte au cimetière de Loverchy, surplombant le lac d'Annecy. Leurs pierres tombales portaient leur nom, leur date de naissance, et une date de décès unique, 24 décembre 1985. Sous les noms, une inscription simple, ensemble pour toujours. Dans les semaines qui suivirent les funérailles, Mathieu et Simone tentèrent de reconstruire quelque chose qui ressemble à une vie. Ils rendirent visite régulièrement au cimetière, apportant des fleurs, s'asseyant sur le banc près des tombes. Ils parlaient à leur fils, leur racontaient ce qui s'était passé, pourquoi il avait fallu tant de temps pour les retrouver. Simone retourna voir sa psychologue, entamant un véritable travail de deuil pour la première fois en 30 ans. « C'est étrange », confia-t-elle lors d'une séance. « Pendant toutes ces années, je vivais dans l'espoir. Un espoir terrible, irrationnel, mais c'était quelque chose qui me faisait avancer. Maintenant que je sais, que j'ai la certitude, c'est comme si je devais tout recommencer, apprendre à vivre sans eux, vraiment. » Mathieu, lui, s'enferma dans un projet particulier. Il écrivit un livre racontant leur histoire, depuis ce matin de Noël jusqu'à la découverte des corps et le procès. Il voulait que les gens comprennent ce que signifiait vivre 30 ans dans l'incertitude. Il voulait aussi que l'histoire de ses fils ne soit pas oubliée. Le livre, publié en 2017, s'intitulait « 30 hivers sans réponse ». Il connut un certain succès et permit à Mathieu de transformer sa douleur en quelque chose de productif. François Villeneuve purgea sa peine de prison. Il fut libéré en 2017 après avoir effectué les 12 mois fermes de sa condamnation. Il quitta la région, s'installant dans un petit village du sud de la France. Il ne donna jamais d'interview, refusant toute médiatisation. Les quelques personnes qui le connurent dans sa nouvelle vie le décrivirent comme un homme brisé, rongé par le remords, vivant en ermite. En 2018, la mairie d'Annecy inaugura un petit mémorial dans le parc municipal, près des 3 arbres plantés en 1995. Une plaque de bronze portait les noms de Léo, Jules et Vincent, avec leurs photos d'enfants souriants. Le texte rappelait leur histoire et se terminait par ces mots. En mémoire de 3 enfants dont la vie fut tragiquement interrompue, et en hommage à tous ceux qui les ont cherchés sans relâche. Le 24 décembre 2018, pour le premier Noël depuis la découverte des corps et les funérailles, Mathieu et Simone firent quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis 33 ans. Ils célébrèrent Noël. Pas une grande fête, juste un repas simple, quelques décorations modestes. Ils allumèrent 3 bougies, une pour chacun de leurs fils, et portèrent un toast à leur mémoire. « Ils n'auraient pas voulu qu'on passe notre vie dans les ténèbres », dit Simone. Léo aimait Noël. Jules adorait les cadeaux et les chocolats. Vincent attendait avec impatience le Père Noël. On ne peut pas effacer ce jour du calendrier pour toujours. Mathieu acquiesça, les larmes aux yeux. À nos fils, partis trop tôt mais jamais oubliés. En 2019, Simone rejoignit une association d'aide aux familles de personnes disparues. Elle voulait utiliser son expérience pour aider d'autres parents qui vivaient l'enfer de l'incertitude. Elle animait des groupes de parole, écoutait, conseillait, partageait son histoire.
C'était sa façon de donner un sens à tout ce qu'elle avait traversé. Mathieu, lui, travailla avec les autorités locales pour créer une base de données des anciennes mines abandonnées dans la région. Son objectif était de toutes les répertorier, de les sécuriser ou au minimum de les signaler clairement. Si cette information avait existé en 1985, expliquait-il, mes fils seraient peut-être encore vivants. On doit faire en sorte que ça ne se reproduise jamais. Le projet fut adopté par le conseil départemental. En 3 ans, plus de 80 anciennes mines furent identifiées, cartographiées et sécurisées. 3 d'entre elles avaient des entrées dangereuses à proximité de sentiers de randonnée populaires. Elles furent murées solidement. Le programme fut nommé Initiative Chevalier, en hommage aux 3 frères. Les années continuèrent à passer. Mathieu et Simone vieillissaient, leurs cheveux désormais complètement blancs, leur corps marqué par l'âge et par le poids de leur histoire. Mais ils avaient trouvé une forme de paix. Pas le bonheur, ce mot semblait inaccessible, mais une acceptation tranquille de ce qui était arrivé. En 2023, 38 ans après la disparition, Simone développa un cancer. Les traitements furent longs et difficiles. Mathieu ne la quitta pas un instant, l'accompagnant à chaque rendez-vous médical, restant à son chevet pendant les chimiothérapies. Elle lutta pendant 2 ans avant de s'éteindre paisiblement le 8 mars 2025, à l'âge de 75 ans. Ses derniers mots à Mathieu furent « Je vais les revoir, nos bébés, je vais enfin pouvoir les serrer dans mes bras ». Simone fut enterrée au cimetière de Loverchy, à quelques mètres seulement des tombes de ses 3 fils. Sa pierre tombale portait une inscription choisie par Mathieu. Mère aimante, enfin, réunie avec ses enfants. Mathieu continua seul. À 77 ans, il vivait dans sa petite maison d'Annecy, entouré de photos de sa famille. Il rendait visite chaque dimanche au cimetière, parlant à Simone et aux garçons, leur racontant sa semaine, partageant ses pensées. Il continuait son travail avec l'association des personnes disparues, donnant des conférences, témoignant de son expérience. Lors d'une de ces conférences, en 2024, un jeune homme s'approcha de lui à la fin de la présentation. « Monsieur Chevalier, je voulais vous dire, votre histoire, le travail que vous avez fait sur les anciennes mines. Cet été, j'ai emmené mes enfants en randonnée. On a vu un panneau d'avertissement près d'une vieille mine sécurisée. Sans votre initiative, cette entrée aurait été ouverte. Mes enfants auraient pu la trouver. Vous avez peut-être sauvé leur vie. » Mathieu sentit les larmes monter. Pour la première fois depuis des décennies, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Ses fils étaient morts dans des circonstances tragiques et absurdes, mais leur histoire avait permis de protéger d'autres enfants. Leur mémoire servait à quelque chose. « Merci de me dire cela », répondit-il simplement. « Merci. » Le 24 décembre 2024, 40 ans exactement après la disparition, Mathieu se rendit au cimetière comme chaque année. Il déposa des fleurs fraîches sur les 4 tombes, celle de Simone et celle de leurs 3 fils. Il alluma 4 bougies, et il s'assit sur le banc, regardant le lac d'Annecy scintiller sous le soleil hivernal. « 40 ans, murmura-t-il. 40 ans que vous êtes partis. J'ai maintenant 77 ans. Je ne vous ai connu que 9 ans, 7 ans et 5 ans, mais vous avez rempli toute ma vie. Chaque décision que j'ai prise depuis était liée à vous. Chaque combat que j'ai mené était pour vous. » Il resta là longtemps, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Puis, il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Il caressa doucement chaque pierre tombale. « À bientôt, mes amours. Je ne serai plus très long maintenant. » Mathieu Chevalier s'éteignit paisiblement dans son sommeil le 15 février 2025, à l'âge de 77 ans. Il fut enterré à côté de Simone, face aux tombes de leurs 3 fils. Sa pierre tombale portait une inscription simple « Père dévoué, enfin en paix ». L'histoire de la famille Chevalier ne s'effaça pas avec la mort de Mathieu. Le livre qu'il avait écrit continuait d'être lu. L'initiative Chevalier continuait son travail de sécurisation des anciennes mines. Le mémorial du parc municipal restait un lieu de recueillement, où les gens venaient déposer des fleurs, particulièrement autour de Noël. Et surtout, l'histoire servait de rappel. Rappel de la fragilité de la vie.
Rappel de l'importance de dire la vérité, même quand elle est difficile. Rappel que chaque action, même la plus petite négligence, peut avoir des conséquences terribles et durables. François Villeneuve mourut en 2023, à l'âge de 76 ans, dans la solitude et le remords. Jusqu'à la fin, il porta le poids de sa décision de ce jour de Noël, 1985. Il avait détruit sa propre vie autant que celle des chevaliers. Son dernier geste fut de léguer toutes ses économies, environ 15 000 €, à l'association d'aide aux familles de personnes disparues que Simone avait rejointe. Une réparation dérisoire, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir. Dans les archives de la gendarmerie d'Annecy, le dossier Affaires Chevalier occupe désormais plusieurs boîtes. Il contient des milliers de pages, rapports d'enquête, témoignages, analyses techniques, articles de presse. Sur la couverture, une note manuscrite ajoutée par le lieutenant Moreau en 2016 résume l'affaire en quelques mots. 3 enfants morts d'un accident. 30 ans de souffrance causée par un mensonge. Affaire résolue, mais jamais vraiment close. Car certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Elles deviennent partie de qui nous sommes, modifiant à jamais le cours de nos vies. La famille Chevalier en fut la preuve tragique. Ce cas nous montre comment une seule décision, prise dans un moment de panique et d'égoïsme, peut avoir des répercussions dévastatrices pendant des décennies. François Villeneuve avait entendu ses 3 enfants, il avait eu l'opportunité de les sauver, et il a choisi de protéger sa propre tranquillité. Cette décision a condamné Mathieu et Simone à 30 ans d'enfer, les privant même du droit de faire leur deuil. L'histoire nous rappelle aussi l'importance de la vérité. Aussi douloureuse soit-elle, la vérité permet de tourner la page, de commencer à guérir. Les chevaliers ont passé 30 ans dans l'incertitude avant d'obtenir enfin des réponses. Ces réponses étaient terribles, mais elles leur ont permis d'enterrer leur fils, de leur dire au revoir, de transformer leur douleur en quelque chose de constructif. Qu'en pensez-vous? Avez-vous remarqué les signes tout au long de cette histoire? Le témoignage sur les voix d'enfants, la mine abandonnée, le silence qui a duré 3 décennies? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec quelqu'un qui s'intéresse aussi à ces cas mystérieux. Prenez soin de vous et de vos proches.